Bonjour, merci d'être là pour ce séminaire. Alors, donc, j'ai le grand plaisir de vous présenter Tariq Haroud, qui est enseignant-chercheur à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme de Rabat. Donc, il est notre professeur invité pour 3 semaines à l'IEDES. Il est arrivé mardi. Je connais Tariq depuis déjà près de 10 ans, je pense. On a travaillé ensemble au Maroc sur des questions, un séminaire notamment d'intégration des questions de genre dans les marges urbaines, dans les quartiers informels, etc. Donc, on avait travaillé ensemble sur cette question-là avec un séminaire mensuel pendant toute une année. Donc, on a déjà fait un gros travail sur ces questions-là ensemble, mais ce n'est évidemment pas là-dessus que Tariq va venir aujourd'hui. Il a travaillé beaucoup sur les centres commerciaux, sur les villes nouvelles. Enfin, il interroge énormément la ville telle qu'elle se fait, la fabrique urbaine aujourd'hui, les marges, les périphéries, ce sont des choses qui l'intéressent énormément. Il est architecte de formation et a un regard très global, on va dire, sur la ville, sur la manière dont elle fonctionne, sur les acteurs aussi de la ville. Et il développe depuis quelque temps des nouveaux travaux sur les questions de néolibéralisme, parce que vous allez voir, il va vous en parler, la ville à Rabat et la fabrique de la ville au Maroc de manière plus globale a beaucoup évolué ces dernières années, avec une ouverture à l'international qui a des conséquences très importantes non seulement sur le tissu urbain lui-même, mais aussi sur les pratiques urbaines. Donc, j'ai le grand plaisir de vous laisser écouter les travaux de Tariq et je vous souhaite un très bon séminaire. Merci Gaëlle. Bonjour tout le monde. Je voudrais, avant de commencer cette intervention, de présenter mes vifs remerciements d'abord à Gaëlle, qui m'a permis d'être présent aujourd'hui, qui m'a offert cette belle opportunité de venir en France, de présenter une synthèse de quelques travaux qui sont en train de réaliser sur le Maroc, et plus particulièrement sur la ville de Rabat. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe de l'IEDES, Franck, qui a mobilisé tous les moyens pour que ce séminaire soit réalisé. C'est pour moi un grand honneur et un privilège d'être présent aujourd'hui dans les locaux de ce prestigieux institut IDES et de rencontrer des collègues, des chercheurs de cet institut dont je suis de très près des travaux de référence par rapport à la question du développement, par rapport à la question des inégalités qui m'intéressent énormément et sur lequel je travaille depuis quelques années. Alors, par rapport à cette présentation, ça a été intitulé « Rabat, une métropole émergente aux prises d'un urbanisme libéral, enjeux, transformation, effets socio-spatiaux ». Donc, en préparant cette présentation, je dois avouer qu'au départ, j'ai, on va dire, un embarras que j'avais éprouvé au départ. C'est pour identifier un sujet qui soit pertinent et qui répond aux intérêts de l'EDES et des chercheurs de l'EDES. Et donc là, j'avais le choix entre le fait, comme ça a été expliqué tout à l'heure par Gaëlle, de revenir sur mes travaux qui constituent le prolongement de ma thèse de doctorat, une thèse de doctorat sur la géographie commerciale au niveau de Rabat, sur les formes d'urbanité dans les espaces publics marchands. Mais ces travaux commencent à être un petit peu, et puis qui, à mon sens, ne versent pas par rapport aux axes de recherche qu'on retrouve au niveau de l'IDES. Alors, le deuxième choix, c'est-à-dire c'est de présenter des travaux que je suis en train de réaliser, qui sont en cours, sur les villes nouvelles, sur la requalification des espaces publics, des marchés informels. Alors, il y a pas mal de travaux sur lesquels je travaille, mais avec l'inconvénient qu'ils sont un peu dispersés. Là où je travaille à l'Institut, on est sollicité pour faire un certain nombre de recherches et qui touchent un certain nombre, on va dire, de politiques publiques au Maroc et particulièrement à Rabat.
Et donc, je me suis posé la question, quel est le lien qui pourrait s'établir entre ces différents sujets? Je trouve que la ville libérale et l'urbanisme libéral constituent un cadre pertinent qui permet justement de qui constitue le lien entre ces sujets. Et là, c'est cet urbanisme libéral dont je propose d'en parler au niveau de cette présentation. Je l'ai mis en relation avec la question de la métropolisation, parce que ça constitue au Maroc, il faut dire, une ambition politique. Au Maroc, depuis quelques années, la métropolisation, ça devient, on va dire, un sujet récurrent dans le discours politique, ça devient une ambition qui est portée par les pouvoirs publics. On va absolument, on va dire, métropoliser les villes pour qu'ils soient, on va dire, en phase avec les autres villes mondiales. Et donc, il y a une pression énorme qui s'exerce sur les grandes villes au Maroc, et même les documents d'urbanisme, il y a les documents de planification territoriale, de l'aménagement de territoire, les documents d'urbanisme pour les grandes villes, qui sont généralement confiés à des cabinets internationaux. Dans ces documents d'urbanisme, on parle aussi de la métropolisation, et que c'est un choix qui devient nécessaire et obligatoire pour que les villes puissent justement assurer un développement au niveau national, mais aussi au développement au sein des, on va dire, des quartiers qu'ils composent. Alors, par rapport à la question de métropolisation, il faut dire que sur le plan scientifique, il y a peu de travaux au Maroc qui touchent cette question-là, malgré le fait qu'on croit la question de la métropolisation, ça a été abordé dans le contexte marocain par un certain nombre de chercheurs en France. Et là, j'ai fait allusion aux travaux de Robert Escalier et de Jean-François Trouin, mais ça reste un sujet qui n'est pas aussi abordé, et ça explique parce que au Maroc, c'est un processus de métropolisation qui est en œuvre, et surtout, il y a peu de données statistiques. Là, je précise qu'au Maroc, il n'y a pas un cadre juridique institutionnel qui formalise la question de la métropolisation. Donc, ça explique le peu d'intérêt scientifique qui est apporté par les chercheurs. Mais c'est un sujet, la métropolisation, qui intéresse énormément les pouvoirs publics au Maroc. Il y a plein de programmes qui sont lancés justement pour impulser la question de la métropolisation, surtout dans la ville de Rabat, dont vous voulez vous parler aujourd'hui. Alors, dans cette présentation, je vais parler. Alors, la question que je me pose, dans quelle mesure la métropolisation qui est à l'œuvre dans le contexte marocain participe ou contribue à constituer une rupture par rapport à la manière avec laquelle on fabrique la ville. Parce qu'au Maroc, il faut dire que la situation des villes au Maroc, ça présente une situation un peu particulière en termes d'inégalité socio-spatiale, de disparité, de déficit socio-économique, avec une approche, parfois une approche, je dirais, autoritaire. Et donc, la métropolisation, elle a été souvent présentée comme quoi c'est un instrument, un outil qui va permettre d'instaurer et d'impulser un nouveau processus de développement des villes au Maroc. Donc, la question que je me pose, dans quelle mesure ça pourrait constituer effectivement un élément de rupture et en quoi ça pourrait participer à atténuer les disparités créantes qu'on retrouve dans les villes marocaines. Alors, dans cette présentation, ouais, c'est bon. Je vais parler de 5 axes, on va dire de manière assez sommaire, hein, pour respecter le temps qui m'a été imparti. Alors, dans un premier temps, je vais parler de la métropolisation au sud, pour poser les questions par rapport à cette question, comment ça a été abordé par les chercheurs dans le contexte du sud. Dans un deuxième temps, je vais parler du Maroc. Donc, ça, c'est très important d'avoir quelques éléments de contextualisation par rapport au Maroc, avec les ambitions politiques du nouveau Maroc, porté par le nouveau roi. Dans un troisième temps, je vais parler de la ville de Rabat. Donc là, je vais me focaliser sur la ville de Rabat et donc comment, et surtout décrire le processus de métropolisation dont il est le théâtre cette ville. Et puis, je vais parler dans un quatrième axe sur les effets qui sont en cours, les recompositions qui sont observées au niveau de Rabat par rapport à ce processus de métropolisation qui est enclenché depuis quelques années. Et puis, je propose de focaliser ma présentation par rapport au programme. Il y a un grand programme assez ambitieux qui a été lancé à Rabat, justement,
pour que cette capitale soit, on va dire, positionnée à l'échelle internationale. Et là, je propose, on va dire, de présenter les contradictions qui concernent, on va dire, ce programme-là et les effets sociaux et politiques qui ont marqué sa maison. Voilà, donc j'espère que je vais respecter le temps qui a été imparti. Et puis, s'il y a des détails peut-être à approfondir, je propose que ça sera au niveau des débats qui va suivre la présentation. Alors, à chaque fois. Voilà, c'est bon. Donc, par rapport à la question de la métropolisation, il faut dire que la métropolisation, c'est un sujet qui commence à dater, mais on observe depuis quelques années un intérêt croissant pour les questions de la métropolisation à échelle mondiale, et surtout dans les villes du Sud. Donc là, ça se comprend par cette quête pour attirer les investisseurs. Donc les villes à l'échelle mondiale cherchent à se positionner pour justement attirer l'investissement à l'échelle internationale. Et puis, il y a cette phobie de classement. Donc, le classement des villes par rapport à un certain nombre d'indicateurs, par rapport à la qualité de vie, par rapport à la qualité des infrastructures. Et donc, par rapport à cette question de classement, le Maroc devient très on va dire, attentif par rapport à cette question de classement. Les villes doivent être classées. Ça a commencé avec l'arrivée, l'accession au trône du nouveau roi, qui a été, on va dire, frappé, choqué de constater pourquoi les villes marocaines sont mal classées. Il y a des classements qui sont réalisés par des cabinets internationaux, par la Banque mondiale. Et donc, depuis lors, il faut que les villes soient positionnées. Et chaque année, il y a toujours cet examen comme quoi, dans quelle mesure les villes marocaines sont très classées. Donc là, on cherche à se classer dans cette liste mondiale en mettant l'accent sur un certain nombre d'indicateurs par rapport aux infrastructures, par rapport à la question de la qualité de vie, par rapport à la question d'emploi, ainsi de suite. Et donc, la question de la métropolisation s'inscrit dans cette question de classement et qui devient vraiment une phobie pour les décideurs politiques. Alors, la métropolisation aussi intéressante par rapport aux recherches scientifiques, c'est que la métropolisation, en tout cas dans le contexte marocain, ça devient une ambition politique. Ça veut dire c'est un objectif qui est fixé et affiché par les pouvoirs publics. Il faut absolument que les villes se positionnent par rapport à cette métropolisation pour qu'on puisse se hisser dans la liste des métropoles internationales. Et donc, il y a tout un ensemble de programmes qui sont lancés pour que finalement les villes marocaines s'inscrivent au niveau de cette liste à l'échelle mondiale. Et donc là, au Maroc, depuis quelques années, ça a commencé avec le SNAT, le Schéma national d'aménagement du territoire. C'est un document qui traite de la planification territoriale au Maroc. Et donc, dans ce document-là, qui a été réalisé par un cabinet international, qui a mis l'accent sur le fait que les villes doivent être absolument érigées en métropole. Et donc, l'accent doit être absolument mise et focalisée sur la métropole de Casablanca, et puis qui doit être relayée par d'autres métropoles d'équilibre. Et donc, ça a commencé par rapport à ce document-là. Il y a même une étude qui a été lancée juste après le SNAD, qui a été intitulée le SOFA, le schéma d'orientation fonctionnelle de l'aire métropolitaine. C'est la première fois qu'on parle au Maroc de l'aire métropolitaine et dans laquelle on a essayé justement de mettre l'accent sur les éléments qui permettent justement à la métropolisation de se concrétiser. Et donc, la question de la métropolisation, elle est souvent évoquée par les bureaux d'études, par les cabinets internationaux, mais il n'est pas formalisé dans le contexte marocain. Il n'y a aucune assise juridique, institutionnelle qui spécifie la métropolisation. Et donc, tous les documents d'urbanisme, les schémas directeurs, les plans d'urbanisme mettent l'accent sur cet aspect-là pour justement mettre en forme cette question de métropolisation. Alors, la question de la métropolisation devient aussi très intéressant, un thème intéressant qui intéresse les chercheurs au niveau des Suds. Donc, il y a pas mal de travaux qui intéressent les Suds. Mais on sait très bien les villes, les métropoles du Sud sont tout à fait différentes par rapport à celles du Nord,
par rapport à leur contexte social, économique et culturel. Et là, on retrouve, il y a l'intérêt, il y a un foisonnement des approches corporatives qui se multiplient depuis quelques années. Et là, je fais allusion au travail très intéressant qui a été mené par Chaliard, qui a donné lieu à une publication très intéressante en 2014. Et puis, des travaux aussi qui ont été menés dans le contexte du monde arabe, par Jean-François Troy et Robert Escalier. Et donc, ils mettent l'accent sur les variations et les changements qu'on peut avoir entre les métropoles du Nord et les métropoles du Sud. Alors, ce qui est intéressant avec les métropoles du Sud, c'est que le contexte social, culturel, économique est tout à fait différent, avec des déficits qui sont énormes, des déficits en termes d'inégalité. Et donc, c'est intéressant de voir comment ces questions de métropolisation contribuent à atténuer ou bien à aggraver davantage ces inégalités et comment elles sont aperçues et reçues par les populations dans ces mondes. Ah, d'accord. Ah, pardon. Sinon, je vais le faire. Ah, c'est bon. Ça m'a fait deux. Alors, par rapport à ces recherches qui ont traité la question de la métropolisation, il faut dire que cet intérêt il a été plus focalisé sur les métropoles mondiales. Lorsqu'on cherche à faire une sorte d'appréciation de ces recherches, on s'est intéressé beaucoup aux métropoles mondiales, de rang mondial, sur les grandes villes. Il y a peu de recherches sur les villes moyennes. Les villes de petite taille qui n'ont pas, on va dire, il y a un certain nombre de conditions pour qu'ils soient érigés en tant que métropole mondiale. Et depuis quelques années, il y a des recherches qui traitent ces villes de cette taille et dans quelle mesure ces villes-là cherchent justement à avoir des pratiques et des éléments qu'on retrouve dans les métropoles mondiales. Donc là, il y a peu de travaux, et surtout ce qu'on appelle les métropoles émergentes. Et la ville de Rabat s'inscrit dans cette optique. Donc des villes qui n'ont pas une taille démographique très importante. La ville de Rabat, c'est juste pour vous donner une idée, Rabat, c'est pratiquement 1,5 million d'habitants. Je parle de l'agglomération Rabat-Salé. Et donc, si on compare avec les métropoles à l'échelle mondiale, ça reste une taille assez insuffisante. Et puis, en termes d'équipement de rayonnement, la ville de Rabat ne dispose pas d'équipement. Je parle d'un aéroport d'une taille importante, d'une bourse financière, ainsi de suite. Et donc, ces villes-là, qui n'ont pas un certain nombre de conditions, cherchent quand même à se métropoliser. Donc, on cherche à les métropoliser. Et donc, cette métropolisation qu'on voit dans le contexte de Rabat, la capitale marocaine, se fait de manière brutale. Donc, dans des délais assez serrés, on voit absolument que la ville soit érigée en tant que métropole dans un délai assez serré. Et donc, ça crée un certain nombre d'effets un peu contradictoires qui sont intéressants à étudier. Alors, la question de la métropolisation des Sud, comme ça a été dit tout à l'heure, ça interroge la question des permanences et des variations avec les métropoles dans le contexte du Nord. Et donc là, ça touche la question de la circulation des modèles des bonnes pratiques entre Nord et Sud, donc comment ils sont appropriés ces bonnes pratiques. Il y a des pratiques qui sont en circulation en termes d'urbanisme, en termes de développement durable, et surtout entre Sud et Sud. Donc là, l'exemple de Dubaï, dans le contexte marocain, c'est un exemple qui est très, très prisé, très convoité, d'autant plus qu'il y a des investisseurs du Golfe Persique et des Émirats arabes unis qui viennent au Maroc, qui cherchent justement à dupliquer ces modèles. Donc, là, ce qui est intéressant de voir comment ces modèles-là sont appropriés dans le contexte marocain. Et puis, ces modèles-là, on les retrouve entre les villes. Par exemple, Casablanca, qui est plus ou moins la capitale économique du Maroc, la métropole qui est reconnue dans le contexte marocain, il est en train de faire un certain nombre de modèles en termes de gestion, en termes de gouvernance, en termes de configuration spatiale. Et donc, ces modèles-là, ils sont implémentés et ils connaissent une diffusion dans les autres villes. Donc, c'est intéressant de voir comment, même au sein d'un pays, comment ces modèles-là sont adaptés, réadaptés d'une ville à l'autre. Alors, ce qui est intéressant dans l'étude de la métropolisation, c'est qu'on a beaucoup mis l'accent dans les recherches
qui portent sur la métropolisation, sur les formes, sur les mécanismes, sur les dynamiques qui caractérisent la métropolisation, mais il y a peu de travaux, en tout cas ceux que j'ai pu consulter, qui mettent l'accent sur les modalités de gouvernance, sur les formes de gouvernance, sachant que la métropolisation élargit les échelles spatiales et donne la possibilité à d'autres acteurs d'émerger. Je parle des acteurs à l'échelle internationale, les bailleurs de fonds, les organismes internationaux et surtout les acteurs privés. Donc là, je parle des acteurs financiers dans le contexte marocain qui s'imbriquent et s'introduisent dans la manière avec laquelle on produit la mine. Et donc, c'est intéressant de voir comment l'introduction de ces acteurs-là, à différentes échelles, avec des intérêts, des angles différents, comment ils arrivent à recomposer la façon avec laquelle on gère et on gouverne la mine au contexte marocain. Et puis, ce qui est intéressant, c'est d'interroger la place des élus, donc les structures municipales. Aussi, dans le contexte européen, par exemple, la place de l'élu est importante dans la conduite de la métropolisation. Mais ce n'est pas le cas au Maroc, en tout cas pour l'instant, c'est que l'État, dans un moment où on cherche au Maroc d'impulser la décentralisation, parce qu'on avait, après l'indépendance, un État qui était très omniprésent, et donc depuis quelques années, on cherche justement à donner plus de pouvoir aux élus, avec un programme sur la régionalisation avancée, la décentralisation. Mais avec la métropolisation, on a l'impression qu'on est dans une logique tout à fait contradictoire. C'est que l'État qui s'impose et que les structures municipales sont, on va dire, plus ou moins écartées. Donc là, ça interroge finalement les modes de gouvernance par rapport à la question de la métropolisation. Alors, justement, dans le contexte marocain, ce qui est intéressant, c'est que le Maroc, il est connu par la présence de Marzen. Marzen chez nous, c'est un pouvoir omniprésent qui gère de façon directe, indirecte, la manière avec laquelle la société doit être contrôlée. Et donc, ce qui caractérise le contexte marocain, il y a cette inégalité assez criante qui a été héritée depuis le protectorat et qui a été aggravée, consolidée après l'indépendance. Des inégalités socio-spatiales entre les couches de la société, mais aussi entre les villes. Et donc, au Maroc, depuis l'arrivée au pouvoir du roi, il y a une approche néolibérale qui a été manifestée. Donc, le fait qu'on va absolument attirer l'investissement privé. Et donc, ce qui est intéressant de voir par rapport à cette approche néolibérale, comment on cherche à établir des arbitrages, concilier entre la dimension sociale qui pose énormément de problèmes. On sait qu'au Maroc aussi, à l'instar d'un certain nombre de pays dans le monde arabe, il a connu les moments des printemps arabes. Et donc, on cherche justement à établir des compromis. Et la question qui se pose, dans quelle mesure ce compromis-là permet justement d'atténuer les inégalités dans le contexte des grandes villes marocaines. Et alors, justement, Oui, allez-y. Je ne connais pas du tout le contexte, mais alors, du coup, cette forte tradition marzienne, c'est quoi? C'est des familles qui détiennent un pouvoir? Alors, c'est tout simplement le pouvoir royal qui détient on va dire, mais il a mis, on va dire, tout un ensemble de logiques, de structures qui permettent d'avoir un contrôle sur le pays. Donc, il n'y a pas que des lois, il y a on va dire, il y a aussi des traditions qui sont mises en place qui font qu'on croit l'enjeu premier, c'est justement d'instaurer le contrôle social. Et donc, il n'y a pas que les représentants de l'État, il y a aussi même on va dire, même les citoyens qui participent dans ce système on va dire, d'assurer une stabilité politique dans le contexte marocain. Et donc, c'est ça ce qui est un peu intéressant, c'est que par rapport à cette tradition marzinienne, on ne cherche pas on va dire, à écarter, hein, elle est toujours présente, mais comment on arrive à la concilier avec cette approche néolibérale. Et donc, c'est ça ce qui est intéressant dans le contexte marocain. Il y a un double visage. Donc, voilà. C'est-à-dire, on affiche comme quoi on est dans une approche libérale, on source sur l'investissement privé, que l'État, on va dire, se retire, mais de l'autre côté, l'État est toujours omniprésent. Et donc, il y a une imbrication très forte entre tout ce qui est politique et économique. Et donc, ça, c'est un nouveau visage qu'on retrouve dans le contexte marocain. Et puis, par rapport à la question de la métropolisation, c'est qu'au Maroc, jusqu'à présent, il n'y a aucune reconnaissance de la métropolisation. On en parle dans les discours, dans certains textes, je parle des documents d'urbanisme, mais il n'y a aucun texte juridique qui définit la métropolisation. Les limites de la métropolisation, ce sont les limites administratives. Et la question dont j'ai parlé, la question de la gouvernance. Et donc, ça laisse poser des questions. Comment peut-on gérer cette métropolisation si on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça signifie et comment ça se présente sur le plan spatial?
Alors, donc, rapidement, voilà, quelques éléments sur le Maroc. Je pense que vous connaissez très bien le Maroc. Donc, c'est un pays, on va revenir à notre slide. Voilà, voilà, donc, le Maroc, c'est un pays, voilà, une monarchie assez ancienne, de longue tradition. Mais le Maroc, depuis quelques années, connaît des mutations qui sont très importantes. Et donc, on cherche à afficher un nouveau visage, parce que le Maroc, on sait très bien, le Maroc a été hérité par l'ancien roi. C'est un contexte politique tout à fait particulier. Et donc, l'enjeu, il a marqué l'ancien, on va dire, régime politique, c'était l'enjeu sécuritaire. Mais depuis quelques années, donc à l'arrivée d'un nouveau roi, on cherche à afficher un nouveau visage qui soit plus moderne et un visage qui soit ouvert à l'échelle internationale. Et donc, on cherche justement à montrer voilà, une face tout à fait intéressante, à quel point que le Maroc est présenté aujourd'hui comme un modèle par les bailleurs de fonds, par les organismes internationaux, parce qu'on cherche justement à faire, voilà, impulser un projet de modernisation. Et donc, avec l'arrivée du nouveau roi, voilà, donc il y avait cette idée de marquer une rupture entre deux règnes ou deux périodes tout à fait différentes. Et donc, le nouveau roi, il voulait absolument marquer cette rupture-là. Donc, la question qui se pose, dans quelle mesure il y a une rupture? Effectivement, il y a un certain nombre d'actions qui sont très intéressantes, voilà, en termes de modernisation, mais lorsqu'on y voit de manière plus détaillée, on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments qui constituent des prolongements de la reine précédente. Et donc, au Maroc, comme ça a été expliqué tout à l'heure, il y a toujours ce visage un peu paradoxal. C'est-à-dire, on voit pourquoi il y a une modernité assez forte. Donc, on veut se moderniser à tous les niveaux sur le plan social. Il y a une nouvelle constitution, d'ailleurs, qui a été mise en place au Maroc, dans laquelle il y a un certain nombre d'éléments marquants par rapport à l'égalité du genre, par rapport à tout ce qui est le code civil. Il y a plein d'éléments qui sont intéressants, mais ce qui est intéressant, c'est de les mettre en relation avec la pratique. Et donc, lorsqu'on voit la manière avec laquelle les choses sont réalisées et se sont produites dans la réalité, on a l'impression finalement c'est un changement, mais dans la continuité. Donc, il y a un changement qui est affiché, mais en réalité, dans les pratiques, on voit que finalement, il n'y a pas assez de changement. C'est pour ça qu'il y a des travaux qui montrent que le Maroc, on dit que le changement dans la permanence. Donc, il y a un changement, surtout dans le discours, mais dans la réalité, ça continue. Et donc là, en parlant du roi, justement par rapport à ce double visage, le roi, donc, il s'intéresse à tout ce qui est business, le roi des affaires, c'est ça l'intitulé avec laquelle on qualifie le roi, mais aussi le roi des efforts. Et donc, lui, il arrive justement à gérer ce double statut entre le roi des affaires et le roi des... Mais ça crée parfois des contradictions qui sont difficiles à gérer. Alors, la nouvelle ambition politique qui va marquer la rupture, c'est qu'il fallait impulser une économie néolibérale, ça veut dire attirer l'investissement, et ça c'était un choix qui était imposé même avec le règne de l'ancien roi. Donc, au Maroc, il a connu ce qu'on appelle le PAS, le plan d'ajustement structurel, et donc qui a imposé à ce que l'État se retire d'un certain nombre de secteurs sociaux, mais cette économie libérale va être impulsée avec l'arrivée du nouveau roi et qui va ériger l'investissement comme priorité nationale. Donc, il y avait un discours qui a été annoncé juste après son arrivée au pouvoir, et dans ce discours, il a décliné 4 priorités: la question de l'investissement, surtout international, la question de logement, la question de l'emploi et de l'éducation. Et donc, par rapport à l'investissement, il y avait tout un ensemble de mesures qui ont été mises en place pour attirer les investisseurs internationaux en matière d'urbanisme, en matière de fiscalité, ainsi de suite. Et donc, ça a été matérialisé au niveau des villes à travers un certain nombre de mesures par rapport aux documents d'urbanisme pour justement faciliter l'arrivée des investisseurs à l'échelle internationale. Mais là, cette ambition politique, il se heurte, comme ça a été expliqué tout à l'heure, avec des déficits qui sont énormes. Donc, le Maroc a hérité
le nouveau roi, là, si vous voulez, a hérité depuis l'ancien règne des déficits qui sont créants sur le plan social, sur le plan économique et politique. Et donc là, vous voyez cette carte, même s'il n'est pas très clair, qui montre le classement des villes en fonction de l'EDH, l'indicateur des développement humain. Donc le Maroc est classé en noir. Et donc, voilà, depuis lors, le roi dit qu'il faut absolument changer cette image, pourquoi le Maroc doit être bien classé. Donc là, ça rejoint, je dis, la question du classement, ça devient fondamental. C'est-à-dire les villes sont appréciées et sont évaluées par rapport à cette question de classement. Même les décideurs, les responsables politiques, ils sont, on va dire, reconduits en fonction de ce classement. Et donc là, il y a les indicateurs qui restent très, très parlants. 30%, là, ce sont des études qui sont récentes, 30% de la population urbaine du Maroc est pauvre. Donc là, ça montre vraiment les enjeux au niveau des villes. Et 20% de la population urbaine au Maroc occupe un habitat insalubre, un habitat non réglementaire. Et ils sont concentrés dans les grandes villes. Cette pauvreté, ça, les études qui ont été faites, la pauvreté est concentrée dans les grandes villes. Ce n'est pas dans le monde rural, oui, ça existe, mais vraiment la pauvreté assez extrême, on les retrouve dans les villes, à Casablanca, à Rabat, dans les grandes métropoles, dans les quartiers. Et donc, ça montre vraiment des enjeux assez importants. Et puis, ça a été aussi démontré dans les études, le Maroc reste le pays le plus inégalitaire d'Afrique du Nord, avec des disparités sociales, économiques et territoriales énormes entre les... Et donc là, la question qui se pose par rapport à la métropolisation, parce que c'est un choix qui a été affiché, qui a été adopté, donc une mesure, finalement, il va atténuer ces disparités, ou bien au contraire, parce qu'il y aura des disparités territoriales, il y a un focus sur les grandes villes, et là, ça rejoint la problématique qui a été héritée du protectorat français, le Maroc est-il et le Maroc est-il? C'est-à-dire, on a fait cette distinction, le Maroc est-il productif et le Maroc improductif. Et donc, on va dire, cette expression, ça continue avec la métropolisation parce qu'on va mettre le focus, on va mettre, on va dire, l'attention de manière plus particulière sur le grand ville pour qu'il puisse être compétitif, productif, au détriment des autres villes du Maroc. Et donc, on est dans le prolongement des aggravations, ou peut-être des déficits qu'on retrouve déjà et qui sont hérités de la période coloniale. Alors, justement, comme ça a été expliqué tout à l'heure, c'est comment on a double visage. Donc, on va absolument impulser une économie néolibérale qui permet d'attirer l'investissement et impulser, on va dire, des effets économiques assez importants. Mais en même temps, il fallait absolument faire face à ces déficits sociaux. Donc, il y avait des réformes qui sont lancées et qui ont été accélérées par le mouvement du printemps arabe qu'a connu le Maroc en 2011. Donc, il y avait des mouvements, des populations, surtout des jeunes, et là, contrairement à d'autres pays, donc il n'y avait pas une demande de changement de pouvoir. Hein. Ça, c'est une particularité au Maroc. On veut que la monarchie continue, mais on veut plus de justice. Donc, on parlait plus d'emploi, on parle plus des... Et donc, la question qui se posait, c'est la question des inégalités qui a été... Et donc, là, il y a des réformes qui ont été lancées au Maroc. Alors, sur le plan politique, il y a ce fameux chantier de la régionalisation avancée qui va accorder plus de pouvoir aux régions, la décentralisation pour les élus, la question de la démocratie participative. Ça a été formalisé dans les lois, comment les citoyens peuvent aussi participer dans l'élaboration des politiques publiques. Sur le plan économique, donc là, il y a un programme de développement industriel et touristique, et surtout sur le plan social, il y a des programmes assez intéressants, assez ambitieux. L'initiative nationale de développement humain, justement pour atténuer la pauvreté au Maroc, et puis sur le plan environnemental, voilà, il y a une politique pour la mise en place, la promotion de la durabilité. Et donc là, ce sont des réformes qui cherchent à donner, comme ça a été expliqué, un nouveau visage au Maroc. Mais la question qui se pose, comment concilier ce programme de vocation d'ordre social par rapport à cette approche néolibérale? Est-ce que finalement, ces programmes d'ordre social, c'est juste pour atténuer les effets négatifs, ou bien ce sont des éléments complémentaires? Donc, mais lorsqu'on voit la façon avec laquelle ce programme est mis en œuvre, on a l'impression que finalement, c'est juste des éléments pour atténuer et pour légitimer un certain nombre d'actions qui sont impulsées dans le contexte. Alors, par rapport à cette ambition, la ville, contrairement au règne de l'ancien roi Hassan II, parce que le roi Hassan II, le rural, c'était l'espace le plus important. Ça se comprenait après l'indépendance, parce qu'en termes de population, c'était plus important. Et les enjeux les plus importants, c'était dans le monde rural.
Mais ça, on va dire, cette vision de choses, ça va changer avec l'arrivée du nouveau roi, parce que les villes, de manière générale, occupent une bonne partie de la population marocaine et la richesse, ils sont concentrés dans les villes. Pratiquement 75% des richesses au Maroc, ils sont concentrés dans les villes. Donc, ça explique pourquoi il y a un changement d'intérêt, de focus pour les villes et surtout pour les grandes villes. Et donc, il y a plein de programmes qui sont lancés par le Jean Roy, qui ciblent les grandes villes pour les mettre à niveau par rapport aux villes à l'échelle internationale. Et donc, par rapport à cet intérêt au niveau de la ville, c'est l'urbanisme qui devient un outil, un instrument. L'urbanisme, dans l'époque coloniale, et surtout l'époque de Hassan II, c'est un outil pour le contrôle, c'est-à-dire pour contrôler la population. Donc, c'est un outil d'urbanisme réglementaire, mais avec cette approche libérale, on va changer le type d'urbanisme, un urbanisme de projet, un urbanisme de grands projets, de projets urbains, dans lequel il y a une approche entrepreneuriale et collaborative avec les acteurs privés, et ce qu'on peut constater, et il y a l'implication des entreprises, des groupes financiers. Donc, les groupes, par exemple, le CP, c'est un office qui s'occupe de tout ce qui est traction des phosphates, il commence à s'intéresser à tout ce qui est production d'espace urbain. La même chose pour la CDG, c'est l'équivalent de la caisse des dépôts ici en France, et donc qui s'occupe aussi par rapport à tout ce qui est urbanisme du projet en finançant un certain nombre d'opérations d'aménagement urbain. Et donc là, il y a un changement qui s'opère par rapport aux acteurs et par rapport à la manière avec laquelle on doit produire la vie. Mais il faut juste souligner qu'on n'a pas écarté totalement l'urbanisme de plan, l'urbanisme réglementaire. Les villes marocaines continuent à être gérées par l'urbanisme réglementaire, mais en même temps, on procède par un urbanisme de projet. Et ça crée parfois des contradictions assez créantes. Dans certains secteurs de la ville, par exemple de Rabat, c'est un urbanisme de projet, un urbanisme ouvert, dans lequel il y a un certain nombre de pratiques qui sont novatrices, et dans d'autres secteurs, c'est un urbanisme de plan. C'est comme si Rabat est scindé en plusieurs parties, et donc ça crée vraiment des écarts énormes dans la manière avec laquelle on gère la ville. Alors, cet urbanisme de projet, ça, je vais en parler, c'est un urbanisme qui est géré directement par le palais, ou bien par des structures qui dépendent du palais, qui sont désignées par le palais. Je parle de la CDG. Et donc, même à Rabat, on trouve des projets qui sont gérés par des structures désignées, et le reste, c'est les autres, on va dire, c'est la municipalité, c'est des structures statiques. Et donc, aussi, comme si on se retrouve avec deux modes de gestion au sein de la même ville. Et ça crée des conflits énormes, surtout pour les élus municipaux. Alors, et donc, justement, par rapport à cet urbanisme de projet, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un montage qui est spécifique, atypique, et qui est totalement en contradiction avec les réformes en matière de décentralisation et de régionalisation. La régionalisation, on veut donner plus de pouvoir aux élus. Mais dans ces grands projets, finalement, c'est l'État qui va monopoliser, c'est le cabinet royal qui va monopoliser, et donc on se retrouve dans ces contradictions parce qu'on cherche à avoir plus d'efficacité, on cherche à plus de productivité, on dit qu'en quoi les élus n'ont pas cette capacité. Mais on se retrouve en porte-à-faux avec les réformes politiques qui sont menées complètement. Alors, rapidement, quelques éléments sur la ville de Rabat. Donc, Rabat, c'est la capitale politique et administrative du Maroc. C'est la seconde agglomération sur le plan démographique, même si elle est classée aux 267 places mondiales sur le plan démographique. Et donc, ça, c'est vraiment un élément, c'est un inconvénient pour qu'on puisse ériger Rabat comme capitale ou métropole mondiale. Et puis, en termes d'investissement, c'est-à-dire le potentiel d'investissement de Rabat, ça reste un développement assez faible, parce que Rabat, comme ça a été expliqué tout à l'heure, ne dispose pas d'un aéroport national assez fort, d'une bourse. Et donc, la question qui se pose, comment on va parvenir justement à métropoliser Rabat, sachant qu'il n'a pas les ingrédients nécessaires. Et surtout, Rabat, de point de vue géographique, il n'est pas loin de Casablanca, c'est pratiquement 100 km. Et donc, même les investisseurs étrangers vont préférer Casa par rapport à Rabat. Et donc, un dernier exemple,
exemple, Capone-Rabat, c'est l'installation de la chaîne commerciale IKEA. D'accord? Ah ben, on voulait qu'il s'installe à Rabat, mais finalement, il a préféré à Casablanca. Il dit comme quoi, c'est en termes de la clientèle, la zone de chalandise, Casablanca, c'est plus intéressant. Et donc là, c'est vraiment un élément problématique qui interroge la question de la métropolisation au niveau du droit. Et donc, Rabat est né dans l'ombre de Casablanca. Et depuis, et ça, c'est une vision qui a été héritée du protectorat, parce que le protectorat français, contrairement à d'autres pays, il voulait absolument dissocier la capitale administrative et la capitale économique, pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'économique soit associé aux politiques, donc il a proposé à ce que la capitale administrative soit à Rabat. Et donc cette vision des choses a été, on va dire, prolongée après l'indépendance, et ça sert les intérêts du pouvoir politique après l'indépendance, parce que tout ce qui est économique est toujours associé à des risques d'instabilité politique. Économique, à l'époque, c'était l'industrie. Et qui dit industrie, il y a le prolétariat. Et donc ça, c'était considéré comme des menaces. Et donc on voulait absolument que tout ce qui est politique soit dissocié. Alors cette façon de voir les choses a été, on va dire, remise en question par le nouveau roi, qui voulait absolument que même dans la capitale politique, il y a l'économique, mais ça sera une économie plus tertiaire. Hein. Et donc la question du prolétariat ne va pas se poser comme ça a été autrefois. Mais Rabat, ça est toujours un territoire à un enjeu politique, c'est vraiment la vitrine du Maroc. Il faut absolument qu'il soit, on va dire, un espace qui montre, on va dire, le pouvoir, on va dire, de la monarchie. Et donc, il y avait cette logique de mise en scène. Ça a été hérité du protectorat, ça a continué avec le roi Hassan II, et ça a pris un tournant avec le nouveau. Et donc, avec le nouveau roi, justement, on voulait, par rapport à cette approche libérale, il voulait absolument que Rabat ne soit pas cette petite capitale administrative, on veut qu'il soit une ville moderne, une ville qui concurrence Casablanca. Et donc, il y a tout un programme qui a été mis en place, justement, pour, on va dire, métropoliser Rabat. Et depuis, il y a plein de, on va dire, de classements dans lesquels Rabat cherche à se positionner. Donc, il a été érigé comme ville verte, depuis ville de la culture à chaque fois. Donc, tout un ensemble de slogans qui ont été lancés au niveau local pour que Rabat soit justement, puisse avoir une image assez intéressante à l'échelle internationale. Et donc là, comme ça a été expliqué tout à l'heure, pour justement positionner Rabat, donc il y a un nouvel urbanisme qui a été lancé, un urbanisme néolibéral, à travers les lancements des grands projets d'aménagement urbain. Et surtout le lancement des grands travaux d'infrastructure pour justement moderniser Rabat. Mais là, comme pour le contexte marocain, il y a des grandes disparités. Si vous voyez la deuxième carte, qui explique un petit peu la découpage administratif de la région, Rabat se trouve entre deux préfectures, Salé et Témara, et donc il y a des grandes disparités énormes entre les trois préfectures, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, en termes d'équipement, ainsi de suite. Et donc là, c'est comment, la même question qu'on s'est posée pour le contexte marocain, on peut le poser pour le contexte de Rabat, comment cette question de métropolisation arrive justement à étudier ces disparités entre ces trois préfectures et disparités qui ont été héritées depuis l'époque coloniale. Et donc là, on a cette tension toujours qu'on retrouve dans le contexte marocain et qu'on peut les voir dans le contexte de Rabat, comment chercher justement à impulser une modernisation économique et en termes d'infrastructure, en même temps d'atténuer les disparités. Et donc, ça explique en quoi le double visage pour le Maroc, on le retrouve dans le contexte arabe. C'est-à-dire le fait qu'en quoi il y a une modernisation, mais aussi un certain nombre d'actions dans le social. Mais là, ça participe pas justement à atténuer ces déficits. Alors, donc il y a un programme très intéressant qui a été lancé récemment et qui cherche justement à mettre en forme cette métropolisation qui a été intitulée Rabat, ville de lumière, capitale de la culture. Donc, c'est vraiment un programme dans lequel on cherche à booster, à accélérer la question de la métropolisation à travers un certain nombre de projets de grande envergure. Alors, quelques effets rapidement par rapport à ces procès de métropolisation qui a accéléré.
Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a des contrastes énormes entre les trois préfectures, donc Rabat en jaune et les deux préfectures Salé et Témara. Et déjà, pour la métropolisation, comme ça a été expliqué tout à l'heure, on ne sait pas, contexte, comment peut-on délimiter cette... Parce que ça, c'est ce qu'on voyait, c'est la délimitation administrative. Mais on sait très bien que la métropolisation, ça dépasse les trois préfectures. Ça peut arriver jusqu'à Kinitra, les territoires environnants. Et donc là, il y a un problème en termes d'appellation. On continue à parler métropolisation tout en s'appuyant sur un découpage administratif. Et là, ça pose énormément de problèmes en termes de mise en forme de cette métropolisation. Alors, Rabat, c'est la deuxième agglomération du Maroc avec 1,8 million, on va dire 2 millions d'habitants, et qui concentre 10% de la population urbaine. Mais ça reste très loin par rapport à Casablanca, qui concentre presque 30% de la population. Alors, dans cette agglomération, on retrouve plus des équipements d'autres administratifs. C'est le siège des administrations, des ministères, des représentations diplomatiques et surtout des santé universités. Mais du point de vue économique, les grandes entreprises sont localisées surtout à Casablanca, les industries. Donc, Rabat ne dispose pas d'un port, d'un aéroport et d'une bourse, qui fait comme quoi, finalement, il a du mal à s'imposer par rapport à Casablanca. Alors, ce que vous voyez dans cette courbe, donc là, l'évolution démographique de Rabat, et qui a été accélérée à partir de 2004. Donc, ça, c'est dû, on va dire, à une sorte migratoire qui est très positive. Donc, Rabat attire, je parle de l'agglomération Rabat-Salé et Témara, il attire une population quand même très importante et une population rurale. Mais ce qui est intéressant, là on retrouve vraiment un élément assez particulier, c'est que les trois préfectures dont on a parlé, Rabat, donc la jaune, connaît un dépeuplement, un déclin démographique depuis quelques années. Et donc il perd pratiquement plus de 10 000 habitants quittent Rabat annuellement. Et donc, ça s'explique, il quitte vers Salé et Témara. Ça s'explique par le fait qu'on voit qu'il y a une flambée des marchés immobiliers. Rabat, depuis quelques années, avec cette modernisation de la ville et la mise en place d'infrastructures, ça a participé à la flambée des prix immobiliers. Et donc, les gens ils sont obligés, surtout les gens à faible revenu, les couches modestes, à quitter Rabat. Et donc, Rabat, il se filtre socialement. Et donc, on se retrouve peut-être à des phénomènes peut-être qui rappellent le contexte européen. Je parle ici pour le cas de c'est que ces phénomènes qu'on a observés après l'indépendance, ils ont connu un rythme incroyable avec ces processus de métropolisation. Et donc, on assiste à une sélectivité sociale. Et donc, comme ça a été dit, ceux qui quittent Rabat, ce sont des couches modestes. Ce sont des études qui l'ont montré, ce sont des couches modestes, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas la possibilité, les moyens pour acheter des logements, sachant que le logement à Rabat, ça reste le plus cher au Maroc. Le prix du mètre carré est le plus cher, je vais en parler tout à l'heure. J'ai une question. Oui. Du coup, les gens partent, mais est-ce qu'il y a des gens qui arrivent aussi? Oui, il y en a qui restent. Alors, ceux qui ont la chance d'hériter des logements, mais je parle peu pour les jeunes, parce qu'à Rabat, je vais en parler, il y a juste un indicateur. Il n'y a pas d'opération de logement social à Rabat. Il n'y a aucune opération de logement social. Il y avait une petite opération dans les années 90, mais depuis... parce que Rabat, le foncier a été épuisé. Et donc, finalement, le prix a grimpé, donc on était obligé pour les jeunes d'aller ailleurs. Et il y a des gens qui arrivent? Qui arrivent, oui, ceux qui ont les moyens. Dans les autres villes, oui, mais ça reste peu. C'est-à-dire, le solde migratoire à Rabat, il est très, très négatif. C'est-à-dire, ceux qui quittent Rabat par rapport à ceux qui viennent s'installer, il est énorme. Ça reste... Et donc, Rabat, contrairement à ce qu'on attendait, une métropole qui doit attirer, le centre de Rabat, la ville de Rabat, il est répulsif. Et ce sont des choix politiques. Et donc, ça laisse poser des questions. Mais ce qui est problématique, c'est qu'ils vont quitter vers les préfectures environnantes, périphériques. Et dans ces préfectures-là, en termes d'équipement, il n'y a rien. Et donc, il y a une sorte de marginalisation. Voilà. Ils sont obligés de quitter, obligés par la loi du marché. Parce qu'avant, on les obligeait par la force. L'éradication des bidonvilles, voilà. Mais maintenant, avec la loi du marché. Le marché, c'est plus intéressant, avec le prix du marché. Et donc, ils sont obligés d'aller ailleurs, mais en allant ailleurs, ils se retrouvent dans des espaces qui ne sont pas équipés. Et donc, ils sont toujours dépendants de Rabat, et ça multiplie les raids, et on crée des disparités qui sont énormes. Donc là, vous voyez en bleu, la préfecture de Salé, comment la variation de la population en 1994 et 2004 est passée à 7%.
Contrairement à Rabat, c'est moins de 18%. C'est-à-dire en termes de rythme d'augmentation de la population. Alors que Srerat Temara, juste à côté, c'est 37%. Donc ça montre pourquoi il y a une forme de polarisation. Et cette polarisation, il est double. On la retrouve entre trois préfectures, entre Rabat, Salé et Temara, et même à l'intérieur de Rabat. Et donc à Rabat, il y a des quartiers, je vais montrer quelques cartes qui montrent qu'en quoi même à l'intérieur de Rabat, il y a des contrastes qui sont énormes entre les quartiers. Donc là, c'est une autre carte qui montre un petit peu l'accroissement différentiel entre les communes qu'on retrouve à Rabat. Donc là, vous voyez la couleur, cette couleur marron, ça montre pourquoi c'est une commune qui connaît l'arrivée d'une population très importante qui vient de Rabat. Alors ça s'explique, alors vous allez constater que les communes périphériques, ce sont des communes rurales, ils ont des couleurs différentes. Ah bah, tout simplement parce que c'est lié à la question du foncier. Là où il y a le foncier public, foncier domanial, qu'on peut mobiliser, il se trouve dans cette commune qui s'appelle la commune de Sirriader. C'est là où on a fait une grande ville, nouvelle. Mais dans les autres, il n'y a pas le foncier, ce n'est pas intéressant. Sur le plan géographique, c'est un peu accidenté. Et on voit pourquoi le taux d'accroissement il est faible. Mais qu'est-ce qu'on constate? Il y a un exode rural qui se fait dans cette commune en blanche, comme Maza et Saul. Il y a l'arrivée de populations urbaines. Et là, on retrouve un phénomène de périurbanisation qui achètent des fermes ou bien on fait des gated communities dans ces deux. Et donc, on retrouve des phénomènes qui sont caractéristiques des métropoles mondiales, mais avec des ampleurs, des rythmes, je dirais, assez importants. Parce que ça a été fait dans un temps assez rapidement, ces changements qu'on observe au niveau de moi. Alors là, c'est aussi d'autres cartes qui montrent la concentration des richesses. Alors, au Maroc, contrairement en France, on n'a pas des indicateurs sur la répartition spatiale des revenus. Je sais que l'ENSEE, là, par rapport au quartier, on peut savoir comment se répartissent les catégories socio-professionnelles, mais au Maroc, on n'a pas. Alors, il y a des enquêtes qui ont été réalisées, cette enquête qui a été réalisée récemment, qui montre comment les profils socio-économiques sont répartis là. Alors, ce que vous voyez en rouge, alors pardon, vous montrez, désolé, l'autre carte suivante, voilà. Donc, là, vous voyez différentes couleurs. Et donc là, tout ce qui est en rouge, c'est la concentration de la population riche, de façon moyenne, dont le revenu dépasse 18 000 dirhams, c'est-à-dire 1 800 €, et qui sont concentrés dans les deux arrondissements. Après, plus on quitte le centre, la partie rouge, plus le revenu diminue. Et donc là, vous voyez les zones périphériques de Rabat, c'est là où il y a une concentration des populations à faible revenu. Et donc, on se retrouve à une polarisation. Ça existait autrefois, il ne faut pas le cacher, mais ça a pris une ampleur incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que les populations modestes qui habitaient à Rabat, ils sont obligés d'aller ailleurs parce que le prix de l'immobilier il baisse à fur et à mesure qu'on quitte le centre. Et donc, ils sont obligés d'aller habiter très loin. Et donc, ça génère des déplacements qui sont énormes. Et donc, on est dans une forme de marginalité extrême. C'est pour ça que certaines populations disent comme quoi on ne veut pas de cette métropolisation, c'est-à-dire ça donne une image intéressante, mais ça crée des effets socio-économiques qui sont néfastes pour ces populations. Est-ce qu'il y a des infrastructures de transport ou bien les gens ont besoin de voitures, par exemple, les déplacements? Alors, justement, par rapport à la question, c'est ça le problème, c'est-à-dire, je vais en parler, c'est qu'à Rabat, il y a un mode de transport qui est sophistiqué, il y a le tramway, mais qui reste limité au niveau de Rabat. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Soit il y a chez nous ce qu'on appelle les grands taxis, mais qui ne couvrent pas la totalité du territoire. Soit, on le dit heureusement, ce qu'on appelle le transport informel, ça existe, le transport informel, des gens qui profitent de cette demande et mettent à disposition, à Rabat, le transport informel est plus ou moins toléré. Parce qu'on a constaté qu'on ne peut pas, l'État n'a pas les moyens justement de mettre un transport performant sur la totalité de la métropole. Et donc, on ferme les yeux. C'est le même cas pour le logement informel. On ferme les yeux par rapport au logement informel parce que l'État n'a plus le moyen de produire de logement suffisant et par rapport à la question de l'emploi. Et donc, la question de l'informalité au Maroc, c'est une alternative incontournable qui permet justement. Mais ce qui est intéressant, l'État, comme on dit, parfois, il cherche justement à éradiquer, à lutter contre l'informalité. Lorsqu'on on organise des événements, on cherche à afficher, on va dire, une image positive, et parfois, on ferme les yeux, comme on dit, parce qu'il n'y a pas d'autre
avec le printemps arabe, on a beaucoup fermé les yeux parce que c'était l'une des revendications de ces jeunes pour avoir plus d'emplois et une vie dynamique. Alors, à Rabat, donc ça sont des études, des statistiques qui ont été publiées, pratiquement plus de la moitié de la population de Rabat, je parle de Rabat centre, ce sont des ménages qui sont aisés. Donc ça confirme, on va dire, le fait d'un départ massif de populations modestes dans la périphérie. Là aussi, ce que vous voyez, c'est un graphe qui a été réalisé au niveau de 3 préfectures. Donc, le premier, ça montre la population, c'est l'effectif de la population, ça veut dire Salé en orange concentre 50% de la population, au Rabat 32% et Témara 18%. Mais en termes de profils sociaux, vous voyez ceux qui ont un revenu moins de 4 000 dirhams, ça veut dire 400 €. Vous voyez, la partie orange, c'est la plus importante, c'est Salé. Et plus on s'éloigne, c'est la partie bleue qui devient très importante. Donc, ça montre, ce sont des enquêtes très intéressantes parce que malheureusement, on n'a pas de statistiques sur ça en termes de répartition spatiale. Donc, ça montre pourquoi il y a une forte polarisation. Et ce qui est intéressant, c'est le rythme assez accéléré qu'a connu cette répartition un peu hétérogène de la population au niveau de. Alors, les disparités dont j'ai parlé, c'est au niveau des 3 préfectures, mais aussi au sein de Rabat, et surtout entre le rural et l'urbain. Ça explique pourquoi il y a des zones rurales qui sont massives, parce qu'il y a une pression énorme sur le rural pour faire, on va dire, des lotissements, des gated community, ou bien pour faire des fermes urbaines. Et donc, on se retrouve avec des communes rurales qui sont très investies, très prisées, et des communes rurales qui sont, on va dire, abandonnées. Et donc, ça crée un paysage totalement contrasté au niveau de Rabat. Alors ça, c'est un indicateur que je trouve très intéressant. La préfecture de Salé, la ville de Salé, parce que le protectorat, c'est un élément qui a marqué le protectorat au Maroc, c'est qu'il a privilégié Rabat au détriment de Salé. Alors ce sont 2 villes qui entretiennent des relations historiques très fortes. Et donc, le fait de privilégier Rabat, ça a été prolongé avec l'indépendance, ce qui fait que Salé aujourd'hui abrite 20% d'habitants insalubres au Maroc, 1/5 du Maroc, et que un habitant sur 2 à Salé habite un habitat non réglementaire. Et donc, il y a une concentration de l'habitat non réglementaire. Et ça explique pourquoi Salé, ça c'est du point de vue politique, pourquoi toujours Salé, il est toujours remporté par les islamistes. Parce que ça a des études qui ont montré que là où il y a de l'habitat non réglementaire, c'est là où il y a un électorat qui va privilégier, on va dire, les islamistes. Et donc, parce qu'il y a une concentration d'habitat non réglementaire. Et puis, il y a le taux de pauvreté et de chômage qui reste très élevé dans ces zones, donc une forte polarisation et des disparités entre ces. Alors, on passe ça. Oui, voilà, donc là, c'est une autre carte de la métropole. Donc là, ce que vous voyez, tout ce qui est en gris, surtout le gris foncé, ça montre la répartition de l'habitat non réglementaire. Et donc, on le retrouve pratiquement à Salé, dans les périphéries. Et de l'habitat, on va dire, individuel, des villas, du grand taille, on le retrouve au niveau de Rabat. Alors là, c'est rapidement, c'est la tâche urbaine de l'agglomération Rabat-Salé depuis le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Que finalement, le territoire s'éclate et que, si vous voyez là, alors, pardon, je vais passer, voilà, c'est ça, je ne fais pas attention. Et donc, qu'est-ce que vous voyez là, dans les années 2000? On voit une dispersion des tissus bâtis de Rabat. Et tout ça s'explique par le fait qu'on le foncier a augmenté de façon considérable. Et donc, on était obligé de chercher là où il y a le foncier public. Et c'est dans ces petits noyaux que vous voyez là dispersés, là, il y a le foncier public qu'on a réalisé des grandes opérations d'aménagement. Et donc, on se retrouve avec une forme d'archipel, on peut l'appeler archipel, qui continue jusqu'à présent, parce qu'il y a une pression énorme sur le foncier public au niveau de Rabat. Alors, là aussi, juste un détail qu'il faut souligner rapidement. Rabat, c'est une ville qui est entourée par bloquée par des contrats géographiques. Il y a l'océan, il y a le fleuve qui le sépare de Salé, et puis juste en bas, il y a un plateau qui est accidenté, qui s'appelle la Clash, qu'on ne peut pas urbaniser. Et donc, la seule possibilité qui permet à Rabat de se développer, c'est à ce niveau, dans cette direction. Mais dans les années 80, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place la ceinture verte, justement pour stopper l'urbanisation. Et ce qui fait qu'au Rabat, il n'y a plus possibilité de développer. C'est-à-dire, la seule possibilité, on l'a bloquée.
Donc, tout ça, ça a permis quoi? Ça a permis la flambée des prix immobiliers. Et puis, on a verrouillé l'urbanisation en verticale. Donc, à Rabat, le nombre maximal de niveaux à Rabat ne va pas dépasser, c'est 1+5. Et donc, on l'a verrouillé sur le plan horizontal, on l'a verrouillé sur le plan vertical. Et donc, ça a donné une flambée des prix. Ça explique qu'on croit à partir, la ceinture, c'était dans les années 80, ah ben, on est obligé d'aller plus loin. Vous voyez là, la distance qui sépare à Noël, c'est une vingtaine de kilomètres. Parce que le foncier, ça a pris des valeurs impressionnantes. Alors là, ça donne des indications sur le prix du foncier au niveau de Rabat. Donc là, vous voyez les courbes. Le mauve qui ont premier, c'est celui de Rabat. Et donc Rabat dépasse Casablanca, la métropole, parce qu'il y a des logiques assez ségrégatives qui ont été mises en place à Rabat et qui ont filtré Rabat et qui expliquent que le prix reste très cher. C'est aux alentours de 17 000 dirhams, c'est 1 700 € le prix du mètre carré, mais c'est une moyenne de Rabat. Il y a des quartiers qui sont plus chers par rapport à d'autres. Alors, la moyenne des grandes villes, la moyenne des grandes villes au Maroc, c'est 700 €, 7 000 dirhams. Donc là, vous voyez pratiquement les écarts qui sont énormes au niveau de. Alors là, c'est une carte. J'ai parlé tout à l'heure des auteurs. Là, les disparités. Alors, pardon. Voilà. Donc, cette carte-là, vous voyez cette partie rose, c'est la partie qu'on appelle le quartier suicide. C'est un quartier composé uniquement des grandes villas. C'est le plus grand quartier du Maroc composé uniquement des villas. D'accord? Et la densité dans ce quartier-là, c'est 5 habitants par hectare. Le minimum parcellaire d'une villa, c'est pratiquement 1500 mètres carrés. Et donc là, vous voyez comment la répartition. Alors, ce quartier-là occupe pratiquement 30% de la superficie de Rabat, mais il abrite 2% de la population, 2% uniquement de la population, mais 30% de la superficie. Et donc, ça montre qu'on voit des disparités assez importantes, même à l'intérieur de Rabat, et qui continuent à être creusées davantage avec ce processus de métropolisation. Et en fait, si l'État n'investit pas dans les logements, ouais. Dans quoi il est investi? Non, il investit dans le logement, mais pas de manière suffisante. Donc, il crée des logements sociaux, mais c'est tellement difficile et énorme, on ne peut pas combler ce déficit. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Le grand souci majeur, c'est la question de l'emploi, c'est la question de la production de la richesse. Et donc, il part de l'idée comme quoi, en créant des infrastructures, en attirant les investisseurs, peut-être on aura une dynamique positive, on va améliorer la situation économique des habitants et comme ça, ils peuvent accéder au marché. Mais ça reste, on va dire, une réflexion qui est très discutable. C'est le même, on va dire, la même question qu'on s'est posée lorsqu'au Maroc voulait mettre en place le TGV. Donc, TGV, on a se posé la question, quel est l'intérêt, alors qu'on a des déficits énormes. Donc, l'État dit pourquoi le TGV, peut-être on aura un retour sur investissement dans les années à venir, on va attirer des investisseurs. Mais pour les populations, elles disent qu'on a besoin d'équipements qui sont plus urgents. Là. Et donc, la même chose dans les villes, on dit pourquoi on va faire de l'aménagement, de l'infrastructure, et les gens, on va améliorer les conditions économiques des gens là, et ils pourront accéder au logement, mais ça ne marche pas comme ça. Alors, j'ai parlé tout à l'heure comme quoi, on était en foncier, ça c'est très important, que le foncier à Rabat, ça reste plus cher. Un foncier qui a été quasiment épuisé, il n'y a pas on va dire, de terrain nu à Rabat. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, depuis quelques années, on cherche à faire ce qu'on appelle la déposition foncière. Ça veut dire là où il y a les bidonvilles, parce que les bidonvilles occupent des emplacements stratégiques au niveau de Rabat. Et donc là, le logement, il y a tout un programme qui a été lancé pour lutter contre les bidonvilles. C'est l'occasion d'améliorer, on va dire, la situation de profiter d'une opportunité foncière. Il y a aussi tout un programme de renouvellement urbain pour conquérir des quartiers, on va dire, qui sont délabrés, donc l'ancien Médina. Mais là, ces projets-là participent dans un phénomène, ce qu'on appelle la gentrification. Il y a des travaux ici en France qui montrent comme quoi les métropoles travaillées par 3 dynamiques qu'on retrouve à Rabat. C'est la relégation, le fait qu'on de transférer les 3 vitesses, transférer la population à l'extérieur, la relégation, la gentrification, les populations riches qui commencent on va dire, à s'installer là où il y avait cette population pauvre, et la urbanisation aussi qu'on retrouve de façon assez importante au niveau de.
Là, je passerai rapidement pour montrer la concentration des fonctions productives. C'est concentré au niveau du Rabat. Et là, c'est un vrai problème, c'est que les entreprises, parce que les deux préfectures périphériques ne sont pas équipées, ils ne vont pas se concentrer et se localiser dans ces préfectures. Et donc, ils se concentrent toujours à Rabat. Et donc, même le personnel qualifié, il va être concentré dans Rabat. Et donc, il y a une hyperconcentration qui continue et qui crée des écarts avec les préfectures périphériques. Ce que vous voyez ici, c'est en vert, c'est la concentration des emplois informels. Donc, le vert foncé, c'est là où il y a une concentration des activités informelles par rapport à Rabat. Donc, une certaine informalité en termes d'emploi et en termes de logement se retrouve au niveau des préfectures périphériques et ça crée vraiment une situation très contrastée. Alors là, c'est rapidement, je passe, ce sont les dérogations. Ça, c'est un outil, une mesure qui a été mise en place au Maroc pour attirer l'investissement. Alors, les investisseurs qui veulent opérer dans le contexte arabe, ils ont constaté qu'il n'y a plus de foncier. Et donc, le seul moyen, c'est soit, on va dire, déposséder le terrain occupé par les bidonvilles, soit changer l'affectation des plans d'aménagement. Parce qu'il y a des plans d'aménagement, ils vont affecter des espaces verts. Et donc, au Maroc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une dérogation des plans d'aménagement. Ça veut dire, s'il y a des espaces verts, par exemple, ou un équipement, on peut changer l'affectation pour créer de l'emploi. Et c'était une exception. La dérogation, c'est une exception. Là, vous voyez cette carte. Pardon. À chaque fois, j'oublie, désolé, notre carte. Voilà, non, c'est pas ici. Voilà. C'est cette carte-là. Ce que vous voyez, les tâches là, ce sont les dérogations. Ça se multiplie de façon extraordinaire. Ça veut dire, dans ces tâches-là, il y avait une affectation, soit des équipements, soit des espaces verts, soit parfois même des logements, et qui ont été remplacés par des équipements commerciaux. Et donc, c'est vraiment des tâches qui se multiplient, tout ça pour matérialiser cette quête d'investissement. Et ça se fait au détriment des espaces qui sont très importants, parfois même des cimetières. Et donc là, par rapport, on est passé dans l'urbanisme de plan et l'urbanisme de projet. Là, vous voyez le projet d'aménagement Mograk, c'est un projet grande envergure. Donc, il est riche, Mograk. Vous savez, c'est le fleuve Mograk, c'est un fleuve qui était abandonné depuis très longtemps. Rabat, et à l'instar de la plupart des villes marocaines, il tournait le dos à tout ce qui est espace aquatique. C'est une raison, une question culturelle. Parce qu'on considère toujours pourquoi les menaces viennent de l'océan. On n'a pas cette culture maritime comme on retrouve dans d'autres pays. Et donc, c'était des espaces plus ou moins abandonnés. Mais avec cette approche minérale, ces espaces-là qui étaient abandonnés deviennent des espaces très prisés. Et donc, il y avait l'aménagement de la corniche, mais aussi le projet d'aménagement de la vallée de Mograk, avec un urbanisme qui suit le modèle de Dubaï. Et c'est un urbanisme élitiste. Donc, c'est vraiment un programme élitiste. Le logement il est très cher. Il n'y a aucun programme social dans ce projet-là. Même les cafés, je prends juste un petit détail, pour consommer un café, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et donc, ça donne une image, c'est ça ce qu'on cherche, une image très positive, très moderne, mais qui dissimule d'autres réalités de contexte d'Europe. Alors, pour ces projets-là, ces dérogations-là, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont lancés en mettant en place des structures qui sont totalement dédiées à ces projets-là. Et donc, il n'y a aucune coordination. Voilà, ces projets-là, il y a une agence d'urbanisme au Maroc, mais qui n'a aucune emprise, aucun contrôle sur ce projet. C'est une structure déconcentrée qui dépend, on va dire, de la wilaya, qui s'occupe des dérogations, et donc il n'y a aucune coordination. Donc là, c'est un autre effet pervers de la métropolisation. On veut encourager l'investissement, mais en termes de contrôle spatial, là, on a du problème en termes de coordination. Et, alors là, vous voyez, donc le projet de Mograk, on a créé une agence totalement dédiée, ça je ne vais pas en parler de façon détaillée, une agence étatique qui dépend de l'État, il n'y a aucune implication des élus. Et donc cette agence, elle monopolise tous les pouvoirs. C'est elle qui va faire les plans d'urbanisme, c'est elle qui va contrôler le plan d'urbanisme, c'est elle qui contrôle les opérations de construction, c'est elle qui va faire les pénalités, c'est-à-dire, on dit c'est un État dans un État. Tout ça pour que finalement le projet puisse se réaliser dans les délais, parce que ce sont des délais serrés, et on ne fait pas confiance aux élus. Mais ça crée des problèmes énormes, parce que ce projet Mograk qui a été proposé, à un certain moment, il va être confié aux communes. Parce que l'État ne peut pas gérer à vie ce projet.
Et donc, les élus ils se disent comment un projet qui va être confié par la suite, comment on ne va pas être impliqué. Mais il y a toujours ce fait de l'étiquette royale qui est mobilisée, que tout le monde va exécuter, et ça crée plein de problèmes dans le contexte de Rabat. Alors, rapidement, par rapport au programme, donc à Rabat, depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau roi, il y avait plein de projets. On a commencé par les grands projets, c'est le cas de projets d'aménagement moderne, mais plus récemment, on voulait que ces projets-là soient réalisés, coordonnés dans un programme. Donc là, un programme qui a été lancé, un programme de développement urbain intégré, qui a été intitulé Rabat, ville lumière, capitale culturelle du Maroc. Et donc, dans ce programme-là, ça couronne l'approche libérale. Il faut absolument que Rabat soit érigé comme métropole. Et donc, ce programme, l'objectif qui a été affiché, qui a été inauguré par le roi en 2014, c'est ça, ça a été annoncé de cette manière, c'est ici la capitale, Rabat, au rang des villes mondiales. C'est ça l'objectif qui a été affiché. Et donc là, on a parlé des indicateurs de classement. Il faut que Rabat, depuis quelques années, puisse se positionner dans les indicateurs de classement. Et puis, deuxième objectif, c'est d'en faire la capitale de tourisme culturel. Ça a été affiché. Donc là, la mise en tourisme, donc que Rabat soit la capitale de tourisme culturel. Et donc la culture, ça devient un instrument de position de Rabat. Donc il faut que la culture, pour que Rabat soit distinct de Casablanca qui met l'accent sur tout ce qui est industrie, tout ce qui est pouvoir économique, Rabat il va se positionner sur tout ce qui est culturel. Alors, dans les objectifs qui sont affichés, la dimension sociale, elle est reléguée en second plan. Donc on ne parle pas du fait de rattraper les déficits. Et puis, on met beaucoup l'accent sur le plan social, sur l'aspect physique. C'est en termes d'infrastructure, c'est en termes d'embellissement, c'est en termes de rénovation, et pas sur la question de la création d'emplois. Et donc là, ça montre que la dimension sociale n'est pas aussi très importante. Et donc, les objectifs qui sont implicites, on le comprend à travers ce programme, c'est premièrement attirer les investisseurs. Il faut que la ville soit réaménagée, reconfigurée pour attirer davantage les investisseurs. C'est mobiliser du foncier parce que c'est une demande très forte des investisseurs, donc d'où l'intérêt du programme de renouvellement urbain. Et puis, filtrer socialement parce que la question de la sécurité, ça se pose. Il ne faut pas que Rabat soit aussi occupé par des couches modestes. Et donc, ça laisse la question de la gentrification, c'est un objectif, on va dire, implicite dans ce programme. Alors, comme ça a été expliqué, la culture, ça devient un élément moteur. Et donc, on retrouve le modèle de Dubaï, qui a été érigé comme un modèle à suivre, avec des équipements de grande taille. Le grand théâtre de Rabat, c'est le plus grand théâtre de l'Afrique et du Moyen-Orient, et qui va engager des dépenses, c'est l'équivalent de TGV en termes de dépenses. Et les gens se posent la question, est-ce qu'on en a besoin? Ça permet d'attirer les touristes, mais est-ce qu'il y a d'autres déficits qu'il faut absolument prioriser? Et donc, dans ce programme, on trouve une dimension de la spectacularisation, de l'architecture iconique. C'est un projet qui a été signé par une grande architecte, Zaha Hadid. Il n'y a pas que ce théâtre, il y a d'autres projets. Et donc, on est dans une sorte de mise en scène à l'échelle internationale, mais qui se fait au détriment des attentes sociales au niveau local. Alors, le programme, la durée qui a été proposée, c'est 5 ans. Il faut que la capitale Rabat soit positionnée en tant que ville moderne dans 5 ans. C'est vraiment la brutalité des délais et que les acteurs institutionnels doivent se mobiliser pour que finalement Rabat rattrape un petit peu le retard. Et donc, un budget qui est énorme de 13 milliards de dirhams. Et donc, c'est un financement que l'État ne peut pas mobiliser. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait appel aux investisseurs privés. Ce sont les investisseurs du Golfe arabe. D'accord? Ce sont des Qataris arabes qui participent dans la réalisation de ce programme. Et donc là, on retrouve le modèle de Dubaï qui sera impulsé à travers l'arrivée de ces investisseurs. Alors, les composantes de ce programme Rabat Lumière, il y a une composante de patrimonialisation. Vous voyez cette image en bas. Donc, on voulait absolument restaurer la Médina, mais uniquement sur le plan physique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a restauré, réhabilité les espaces commerciaux, mais il n'y a aucune action qui a touché la dimension sociale. Parce que la Médina de Rabat, c'est là où il y a une concentration de la pauvreté. Et donc, en termes d'emploi, en termes d'équipement, diffusion d'équipement, rien n'a été fait. Et donc, on touche beaucoup la dimension physique que la dimension sociale. Il y a la question d'embellissement, ça c'est vraiment un élément important dans ce programme, c'est embellir la ville, mettre en scène la ville à travers des aménagements, des espaces verts, la question de transport, les grands projets et la question de renouvellement urbain pour les quartiers délabrés, parce que là, il y a des opportunités foncières qu'on peut migrer. Alors, sur le plan institutionnel, et là, on retrouve le même modèle que celui de l'agence d'aménagement urbain. On a créé une SDL, une société de développement local, mais qui est totalement autonome.
c'est-à-dire il fait ce qu'il veut, il est sous la tutelle de la wilaya. La wilaya, c'est une structure déconcentrée qui dépend de l'État, et les communes, ils ne sont pas impliqués. Ils sont juste, ils participent dans le financement, mais ils n'ont aucun droit de discuter les projets qui sont exécutés par cette organisation, et même les associations. Et ça, c'est d'autant plus qu'à l'époque où on a lancé le programme, c'était les islamistes qui gouvernaient la ville de Rabat. Et donc, ça donnait une certaine légitimité d'écarter parce qu'il y a un conflit, il faut le dire, entre l'État et les islamistes. Et même la commune était obligée de financer la commune de Rabat. Ça, c'est vraiment un élément, c'est parmi les communes les plus déficitaires du Maroc, en termes de déficit financier. Je parle de la commune, la mairie de Rabat. Parce qu'il y avait plein de projets d'infrastructure, ils n'arrivent pas à avoir des recettes, contrairement à Casablanca. Donc, Casablanca, on a possibilité d'avoir des recettes, parce qu'il y a vraiment de la production. Mais Rabat, ce n'est pas le cas. Et donc, déjà, c'est une commune déficitaire, il était obligé de participer dans le financement de ce programme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de contracter un crédit de fonds d'équipement communal. C'est un gros crédit maintenant qui est. Et donc, ça participe justement à enditer ou à surenditer la ville de Rabat pour que finalement ce projet royal puisse être réalisé. Alors, dans ce programme, ce qui est intéressant, on retrouve une approche nouvelle, mais un urbanisme qui rappelle celui d'Osman, parce qu'on voulait absolument moderniser Rabat, et le Wali, qui lui a accordé cette mission, il avait la carte blanche, c'est-à-dire de tout démolir. Il n'était pas obligé de suivre les démarches administratives pour l'expropriation, parce qu'il y a toute une procédure. Lui, il n'a pas cette obligation, parce que le roi, il a donné ses instructions pour que le projet soit réalisé dans un délai assez serré. Donc, on retrouve dans un type d'urbanisme un peu hybride, un urbanisme, on va dire, novateur, donc il y a mais un urbanisme qui rappelle, on va dire, un urbanisme autoritaire du Maroc d'après l'indépendance. Et donc, le Wali qui a cette carte blanche, il y a toujours cette peur, parce qu'au Maroc, il y a une forme de gouvernance très intéressante qui caractérise le Maroc depuis quelques années, c'est la colère royale. C'est-à-dire des projets qui sont gérés par la colère royale, parce qu'il y a même un gouvernement qui a été remanié au Maroc depuis quelques années parce que le roi était en colère. Et donc, on a peur à ce que le roi soit en colère. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne se pose pas la question et tout le monde doit exécuter pour que finalement le roi soit satisfait. Alors, par rapport à ce programme, c'est un programme assez intéressant, mais il y a une grande opacité. Alors, il y a une surmédiatisation du programme par rapport à ses objectifs, par rapport aux images, c'est très intéressant en termes de marketing. Mais la manière avec laquelle le programme est exécuté, les acteurs qui participent, les acteurs privés, là, on en parle. Et on n'a même pas des prévisions sur les actions qui vont venir. Et donc, les gens, ils savent pas qu'à chaque fois, ils sont un peu impressionnés. Parfois, il y a un projet qui va être réalisé ici ou de l'autre côté, parce qu'il y a une opacité. Et donc, on se retrouve avec des démarches qui rappellent le Maroc d'antan, tout en ayant des pratiques qui rappellent celles qu'on retrouve dans les villes européennes. Alors rapidement, deux programmes qui montrent les contradictions de ce programme. Donc, dans ce programme, Rabat, ville lumière, capitale du Maroc, il y a plusieurs composants, patrimoine, renouvellement. L'un des programmes les plus importants, c'est le programme Ville sans bidonville. C'est un programme qui touche l'ensemble des villes au Maroc et qui a concerné la ville de Rabat. Alors, pour rappel, ce programme Ville sans bidonville, c'est un programme qui a été impulsé au départ par la Banque mondiale. Après, ça a été approprié par le Maroc et qui vise à éradiquer tous les bidonvilles du Maroc en 6 ans. Ça a été lancé en 2004. En 6 ans, on va éradiquer. Ça, c'est vraiment de l'utopie. Parce que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les bidonvilles, ça devient des démonstrations. Et on ne peut pas éradiquer, surtout en 6 ans. Et sachant que le nombre de ménages qui occupent les bidonvilles au Maroc, c'est 300 000 ménages. C'est énorme. Et donc, il fallait produire, là, vous m'avez posé une question sur le moment, il fallait, pour qu'on puisse éradiquer les bidonvilles en 6 ans, produire 100 000 logements par an. Et ça reste impossible par rapport à la capacité de l'État. D'où l'intérêt, la nécessité de faire appel au privé. Et donc, on est dans ce qu'on appelle des effets d'annonce. Ça, c'est intéressant parce que ça mobilise les effets d'annonce, des slogans intéressants, mais en réalité, on sait qu'on n'a pas les moyens de les concrétiser. Alors, le programme Ville sans bidonville, ça a été lancé dans un contexte très particulier. Le Maroc a connu les attentats de 2003, et suite à ces attentats, parce que ça a été perpétré par on va dire des terroristes issus de bidonville, on a dit qu'en quoi les bidonvilles, ça devient un danger sécuritaire. Et donc, ça a donné une certaine légitimité à ce programme. Il faut absolument éradiquer les bidonvilles parce que ça constitue des menaces sécuritaires. Et donc, l'enjeu, c'est un enjeu social, hygiénique, sécuritaire, mais aussi un enjeu foncier. Ça, il ne faut pas l'oublier, comme quoi la plupart des bidonvilles au Maroc, ils sont localisés
dans les parties centrales, les zones centrales des villes au Maroc. Et donc, il y a l'enjeu foncier qui est très, très important. Alors, dans ce programme Ville sans bidonville, il y a des approches qui sont considérées comme quoi novatrices en termes de contractualisation, en termes d'accompagnement social, mais on retrouve des approches classiques, des approches autoritaires, la question d'urgence qui a marqué l'urbanisme au Maroc, le fait qu'on faut absolument éradiquer les bidonvilles de façon rapide, le fait qu'on croit le plus important, c'est éradiquer la baraque, donc, mais pas la question de logement, la question pardon, de l'emploi, parce que ces gens-là, on sera obligé de les transférer ailleurs, dans les zones très lointaines. Mais ces gens-là, ils travaillent dans la ville-centre. Et puis la question de transport. Et donc, finalement, ces gens-là, même s'ils vont bénéficier d'un logement, ils vont voir leur situation sociale et économique, on va dire, devient plus marginalisée. Parce qu'il n'y a pas d'emploi dans les zones là où ils sont installés, il n'y a pas des infrastructures. Et donc, ça crée une autre marginalité dans ces... Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé un programme des villes nouvelles pour justement répondre à cette ambition de créer 100 000 logements. Alors, les villes nouvelles, la contrainte, il y a deux contraintes. La question des financements, donc on n'a pas de financement, on était obligé de faire appel au privé. Donc, la plupart des opérations de logements sociaux dans les villes nouvelles, c'était le privé. Et le foncier public, il a été épuisé dans les grandes villes, donc on était obligé d'aller ailleurs. Et donc, dans les communes rurales, dans des zones qui sont très lointaines, à 30 km, et donc on se retrouve avec des villes nouvelles, finalement, qui sont considérées comme des bidonvilles, parce qu'il n'y a plus de logement. Il n'y a pas assez d'équipement, il n'y a pas assez d'emplois. Et donc, les bidonvilles, ils disent qu'en quoi c'est une rétrogression. On était bien, on était à l'aise dans le bidonville. Parce que tout était pris en charge, le transport c'était proche, les équipements c'était proche, pour les femmes aussi, hein, ils peuvent circuler, se balader facilement dans la ville, mais une fois installés dans les villes, ils ont perdu ces commodités. Et donc, autant rester dans les villes. Et ça explique comme quoi la plupart des bidonvillois qui se sont installés dans les bidonvilles, ils étaient obligés de revendre leur appart. Là, il y a un phénomène de glissement. Finalement, ils vont revendre leur appartement pour d'autres populations qui ne sont pas bénéficiaires pour aller s'installer soit dans le monde rural, soit dans les quartiers non réglementaires. Parce qu'il y a une différence entre bidonville au Maroc et quartier non réglementaire. Quartier non réglementaire, c'est un quartier en dur, construit en béton, mais qui n'est pas réglementaire. Et donc, à Rabat, on a éradiqué les bidonvilles, mais on va voir la multiplication des quartiers non réglementaires. Parce que les bidonvillois, ils n'ont pas le choix, ils travaillent en ville, à Rabat, ils sont obligés, on va dire, de s'installer au niveau de ces... Et là, finalement, ce que vous voyez dans les deux dernières images, c'est des images qui sont prises dans la ville nouvelle de Thamsna, qui se trouve à 25 km de Rabat. Vous voyez le transport. Donc, les gens se déplacent avec des transports, on va dire, réglementaires, hein, à l'intérieur. Et puis, dans cette deuxième image, vous voyez, les gens se sont mobilisés, hein, parce qu'ils disent qu'on croit, oui, le logement, il y en a, mais on n'a pas les éléments d'urbanité. Et donc, dans les slogans, il y a le terme moelleux. Je ne sais pas si vous l'utilisez en français. Le terme moelleux. Rien. Voilà. Et donc, pratiquement dans toutes les... voilà, au Wallou, il n'y a rien. Finalement, ils étaient choqués parce qu'au départ, on dit, écoutez, on va construire une ville nouvelle, moderne, il y a toutes les commodités. Après, ils se sont réalisés pourquoi c'est une ville qui n'a pas vraiment les commodités nécessaires. Et donc, ça crée vraiment une forme de marginalité. Oui, on passe à l'autre slide. Alors, voilà, juste une autre carte rapidement qui montre, c'est une carte assez intéressante, qui montre la répartition des bidonvilles à Rabat. Ça a été réalisé au début des années 2000. Alors, à Rabat, toujours, on a l'impression qu'il n'y a pas de bidonvilles. Il y avait 2 grandes bidonvilles. Mais cette enquête qui a été réalisée, on a trouvé des petits noyaux de bidonvilles qui sont cachés, qui sont disséminés. On a trouvé une centaine de bidonvilles à Rabat. Et donc, en même temps, ça constitue une préoccupation pour les pouvoirs publics. En même temps, ce sont des opportunités qu'on peut utiliser pour justement avoir du foncier. Et donc, ça montre comme quoi la légitimité de ce programme Ville moyenne sans bidonville. Avec ce programme bidonville, on va transférer les populations et on aura des assiettes foncières qui sont très, très importantes. Alors, notre programme, rapidement, et ça, c'est un autre programme de l'embellissement de la ville de Rabat, et qui fait partie de ce programme Ville lumière. Et donc, l'idée, c'est de faire de Rabat une ville verte. Voilà, une ville où il y a une présence importante de la végétation. Et pour dépasser la norme internationale. Vous savez, la norme internationale par rapport à tout ce qui est ville verte, c'est aux alentours de 11 mètres carrés par habitant.
Et donc, au Rabat, on voulait absolument doubler, que Rabat soit vide. Et ça a été classé Rabat une ville verte parce qu'on a dépassé pratiquement 3 fois la norme internationale. Alors, pour justement avoir une ville verte, on est censé agrandir la surface végétalisée. Et donc, la surface végétalisée, en créant des espaces verts, ça a été multiplié par 3 pour qu'on puisse avoir cette on va dire, idée de la ville verte. Et donc là, les espaces verts, qu'est-ce qu'on a fait? Et ça, c'est intéressant. Donc, on a essayé tout l'espace des chutes, des terrains nus, on les a végétalisés. Et aussi, même les espaces, moi, je peux vous raconter une petite anecdote. Là où j'habite, c'est une résidence. Il y avait un espace privé très, très important. Ce programme, il a démoli les murs de clôture pour que cet espace-là, qui était privé, soit considéré comme espace vert. Alors, on a dit, on va entretenir votre espace vert, mais en contrepartie, il va être ouvert au public. Et donc, ils ont privatisé des espaces privés, au contraire, ils ont publicisé des espaces privés. Et donc, ça a participé à l'agrandissement, élargissement et ça concernait même des équipements des lycées, même des lycées, des espaces verts qui se trouvent à l'intérieur des lycées. On a ouvert les marques de clôture, c'est assez intéressant, mais c'est un espace qui va être partagé entre les lycéens et. Alors, dans les espaces verts, et ça c'est intéressant, on a plutôt procédé ou opté pour ce qu'on appelle la gazonification. C'est-à-dire que du gazon, que de la pelouse, là vous voyez dans ces images, et donc ça consomme énormément de l'eau. Et puis, ce qui est intéressant, ces gazons-là, ces pelouses, on n'a pas le droit de les utiliser dans certains types d'espaces. Les gens n'ont pas le droit d'utiliser parce que ce sont des espaces d'entrée. C'est là où passent on va dire, les personnalités. Et donc, on peut pas. Il y a même il y a même pas assez d'arbres pour faire, on va dire, de l'ombre. Et donc, on a compris pourquoi c'est de l'embellissement. Alors, pour la question le fait d'arroser des espaces verts, on a mis en place une station d'épuration qui est très coûteuse pour mettre la station d'épuration pour arroser. Les classes qui arrosent uniquement 70%. Le 30%, c'est l'eau potable. Et donc, on se pose la question, Rabat, dans un climat, on va dire, assez semi-aride, est-ce qu'on a besoin d'avoir des... Il y a même des études qui ont montré qu'en quoi le gazon, ce n'est pas durable. Ce n'est pas une option de la durabilité. Par rapport à tout ce qui est consommation d'eau, d'énergie et l'écosystème, là. Parce qu'à chaque fois, il faut le tailler. Hein. Et donc, on parle de la durabilité, mais l'option qui a été choisie, c'est une option pour l'image, plus que, justement, pour que les gens puissent avoir... Et puis, par rapport à ces espaces verts, qu'est-ce qu'on a fait? Les quartiers aisés, c'est là où on a mis le paquet. C'est-à-dire, là, les espaces qui sont très près entretenus, mais à l'intérieur des quartiers populaires, il n'y a pas vraiment un travail sur les espaces. Donc, les gens, ils ont compris pourquoi c'est une sorte de façadisme. C'est-à-dire, c'est juste pour présenter une image de l'extérieur, mais à l'intérieur, on a assez de problèmes. Voilà. Là aussi, par rapport aux espaces verts, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé ce qu'on appelle les terrains de sport de proximité. Voilà, pour les jeunes, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Ces terrains-là, ils sont payants. Parce que les jeunes doivent payer pour justement utiliser ces terrains de sport. Et même si avec des prix, des montants qui sont dérisoires, mais pour les jeunes de quartiers populaires, ils n'ont pas les moyens. Et finalement, ces terrains de sport, ils sont utilisés par des jeunes cadres, par d'autres quartiers. Et donc, oui, de l'extérieur, on est ébloui, on est impressionné de voir la quantité des terrains de sport, la quantité des espaces verts, mais en réalité, comment ils sont utilisés, ça laisse poser des questions. Alors, on passe à... Alors, ça, c'est un élément très important, parce que ce programme, il a le financement pour créer des espaces verts, pour les gérer, pour les entretenir. Mais ce programme, il va être achevé. Et celui qui va prendre le relais, c'est la commune. Et donc, la commune, est-ce qu'il a les moyens d'assurer la prise en charge de ces espaces? Donc, ça, c'est une question qui se pose par rapport à la capacité financière des communes. Oui, voilà, vous voyez là quelques images qui montrent là, les surfaces importantes. C'est juste des exemples. Vous voyez ici, là aussi, donc là, les entrées sont super, les entrées de Rabat, ça montre. Mais ce sont des façades, on va dire. Il faut entrer de l'intérieur. Alors, ce que je fais, ce n'est pas du marketing pour Rabat. Mais c'est ça la réalité. Là, vous voyez la carte qui a été proposée pour montrer la répartition des espaces verts. Et donc là, vous voyez la concentration dans la partie proche de l'océan. D'accord. Et puis aussi, c'est la ceinture verte dont j'ai parlé, qui a bloqué l'extension de Rabat. Et c'est une ceinture verte qui n'est pas exploitée. C'est sauvage. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une partie qui est exploitée et le reste, on n'a pas le droit de toucher. Et la plupart des espaces verts, ils sont concentrés dans la partie là. Alors là, dernier élément, je termine par rapport à ça, notre programme. J'ai parlé du programme de ville sans ville, le programme de la végétalisation et le programme on va dire, de lutte contre les marchés informels.
C'est un programme qui a commencé dans le cadre de ce projet. Et donc, l'idée, c'est d'éradiquer les marchés informels parce qu'ils posent énormément de problèmes en termes de paysage, en termes de circulation des voitures, d'occupation d'espace public. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Un programme qui a été lancé, qui est pratiquement similaire à celui du programme Ville sans ville. Donc, l'idée, c'est de requalifier 300 000 marchands ambulants et qu'on puisse les héberger dans des structures modernes. Mais le problème, c'est que le marché informel, c'est une alternative pour les jeunes qui n'ont pas d'emploi. Surtout au Maroc, il y a plein de jeunes qui n'ont pas de diplôme. Et donc, l'informel, c'est vraiment la soupape. Et donc, lutter contre l'économie informelle, surtout le marché informel, c'était vraiment un choix assez risqué, mais qui n'a pas très bien marché. Alors, le lancement de ce programme d'éradication des marchés informels a été lancé dans un contexte aussi politique assez particulier. Le printemps arabe, donc c'était en 2014, et vous savez très bien, en Tunisie, l'élément qui a déclenché le mouvement du printemps arabe, c'était l'immolation d'un marchand ambulant. Et donc, il y a aussi un choix politique, il faut qu'on améliore la situation, qu'on contrôle aussi ces gens-là, qu'ils doivent avoir un registre et qu'on sait très bien qui sont ces marchands ambulants. Donc, il y avait un contexte politique. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce programme-là? Donc, on va essayer de sédentariser ces marchands ambulants dans des hangars, d'accord? Et donc, au lieu que ce soit ambulant, ça sera des hangars, et surtout, on va les invisibiliser. Ça veut dire quoi? On ne va pas les voir, parce que ça présente un problème par rapport à l'image assez typisante qu'on veut donner de Rabat. Avec les espaces verts, il ne faut pas qu'on voit les marchands ambulants. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les farachas, en termes de mots arabes, et donc on doit absolument les mettre dans les hangars. On a compris, et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas éradiqué tous les marchés informés au niveau de Rabat. C'est juste dans les emplacements stratégiques, là où il y a la présence, on va dire, des personnalités dans les quartiers stratégiques, mais dans les quartiers populaires, on l'a laissé. Et ça explique ce double visage, c'est-à-dire dans les espaces extérieurs, on doit éradiquer, mais l'espace intérieur, on laisse. Parce que l'État n'a pas intérêt à éradiquer les marchés informels, parce que c'est une alternative pour les jeunes. Alors, dans les hangars, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une structure un peu, ce sont des boîtes, et donc ça n'a pas trop marché. Parce que ces gens-là, on les a localisés loin de leur clientèle. Parce que les marchands ambulants, ils suivent là où il y a la clientèle. C'est-à-dire, ils sont ambulants. Et donc, dans ces hangars, ça n'a pas trop marché. Qu'est-ce qu'on a fait finalement? La plupart des marchands, soit ils ont revendu leur place, ils ont loué à leur place, et ça rappelle un petit peu le programme de ville sans bidonville, soit ils ont à la fois une place dans le hangar et une place dans le marché informel. Et donc, ça crée finalement le phénomène, ça multiplie. Même le programme ville sans bidonville, on a commencé d'une cible de 300 000 logements en 2004, et en 2014, on s'est retrouvé à 400 000 logements. C'est-à-dire le nombre de ménages bénéficiaires a augmenté. La même chose pour les marchands ambulants, parce que c'est une économie de rente. Les gens, les marchands ambulants, ils vont se dire pourquoi on va bénéficier d'une place, et donc tout le monde veut avoir sa part du gâteau, si vous voulez. Et donc, alors, vous voyez, ça c'est un marchand, voilà, on voit cette image. C'est un marché ouvert qui a été proposé, mais finalement qui n'a pas été accepté parce que par les marchands ambulants, parce qu'il a été localisé loin par rapport à la concentration de la clientèle. Donc, ils ont fait la pression, finalement, le marché a été abandonné, mais le roi a accepté comme quoi le projet ne va pas être réalisé. Et donc là, ça montre vraiment la capacité de résistance de ces marchands ambulants. Voilà. Alors, je termine par rapport aux quelques éléments de conclusion. Donc, pour dire qu'en quoi la métropolisation, ça devient un enjeu majeur pour les pouvoirs publics au Maroc, parce que ça permet justement de se positionner à l'échelle internationale, mais c'est une métropolisation qui crée plein de contradictions. Donc, il participe justement dans l'aggravation des déficits. Voilà, donc les aggravations des déficits des inégalités socio-spatiales. Donc, c'est vrai, pour être franc avec vous, parfois on a du mal à associer ces effets par rapport, mais on le voit, l'ampleur, le rythme, il est très important. C'est vraiment ces inégalités, ils ont pris l'ampleur de façon extraordinaire ces dernières années. Et donc, on se retrouve avec des dynamiques qui sont contradictoires par rapport aux objectifs qui sont affichés. La question de la relégation, la question de la gentrification. Et donc, la ville Rabat, qui était ségrégation, une ville assez on va dire, sélective, qui a été héritée de la période coloniale, ça devient de manière plus importante avec cette métropolisation.
Et finalement, la question qui se posait, que je me suis posée au départ, est-ce qu'on est dans la rupture de la continuité? On est dans la continuité. Est-ce qu'on retrouve un organisme d'urgence, un organisme de rattrapage, et surtout l'arrivée de d'autres acteurs, donc je parle des acteurs financiers, qui vont aggraver ces déficits. Alors, ce qui est intéressant dans les mécanismes de la métropolisation dans le contexte de Rabat, c'est qu'on se retrouve avec une logique un peu particulière. J'ai parlé de logique de l'invisibilisation, c'est-à-dire ce couple entre le dedans et le dehors, d'accord? Et donc, la ville-centre, qui est différente par rapport aux périphéries, et même à l'intérieur des quartiers, les quartiers, on va dire, vitrines par rapport aux quartiers populaires. Là aussi, il y a des logiques, on va dire, autoritaires, des logiques de mise en scène. Donc, c'est une métropolisation à la marocaine, avec des logiques qui sont tout à fait particulières au contexte marocain. La question de la gentrification, ça veut dire le fait qu'on crée des agences dédiées totalement et qui sont pourvues de pouvoirs qui sont énormes, et dans lesquels il n'y a pas cette implication des pouvoirs locaux. Et puis, les périphéries, finalement, ça reste des espaces de forte marginalité. On a éradiqué les bidonvilles pour créer les bétonvilles, finalement. Et donc, finalement, le bidonville qui se prolonge selon d'autres formes. Et puis, en parlant de la visibilisation, c'est que la métropolisation, ça signifie, comme ça a été écrit ici, on source internationale, on veut afficher, on veut s'afficher, mais il y a des choses qu'on veut cacher, qu'on veut dissimuler, et donc on se retrouve dans ce couple un peu contradictoire entre l'affichage et la dissimulation. Voilà, donc ça c'est des éléments de conclusion, et j'espère que j'ai été pas très long.